Merci. Maintenant, je me tourne à nouveau vers Carole, car j'ai l'impression que la liste dont nous disposons sur nos feuilles de papier n'est pas celle que tu as prévue. Parce que je vois maintenant M. Patrick Fénichel Là, de Nice. C'est ça? exactement. Qui doit Il est professeur en gynécologie. au polluant chimique. Professeur en gynécologie, en endocrinologie et en reproduction. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la santé du fœtus, sur les dosages de perturbateurs dans les centres cordons, etc. Il connaît remarquablement bien le sujet. 140 000, tu te rends compte? Monsieur Fénichel, vous pouvez lancer votre diaporama? Lancé, là. Oui, on le voit. Vous le voyez? Voilà. Vous avez juste... Où est-ce qu'il est? Non, je ne sais pas. Vous ne voyez pas? Non, c'est... Comment? Je peux y aller, là? Ici, on voit très bien. Allez, oui. Ah, c'est lui. Très bien. Et messieurs les présidents, mes chers collègues, je voudrais d'abord remercier Carole Matelin pour son invitation, ainsi que l'Académie de chirurgie. Et donc, je vais essayer de prendre le relais et de compléter un petit peu ce qui a été dit par mes collègues. Alors, on a vu, on va passer rapidement que le cancer du sein est en augmentation de fréquence à travers le monde. C'est une augmentation qui est indépendante de l'âge, avec des formes génétiques familiales qui restent faibles, inférieures à 10%. On a évoqué déjà le problème des migrants qui est extrêmement intéressant. Vous avez ici de femmes qui ont migré du Japon à Hawaï, de Corée aux États-Unis, d'Iran au Québec, ce qui est plus étonnant d'ailleurs, d'Italie en Australie. Et l'incidence du cancer du sein à la 3e génération a rejoint l'incidence des femmes natives de ces pays, évoquant à l'évidence des causes environnementales. Alors, le cancer du sein est-il d'origine génétique ou environnementale? On ne va pas pouvoir répondre formellement à cette question, mais on sait que donc les mutations germinales sont rares, inférieures à 10%. Les mutations somatiques liées au vieillissement ne peuvent pas à elles seules expliquer ce qui se passe. Et il y a une donnée biologique nouvelle, moléculaire, qui laisse penser que les modifications épigénétiques qui sont, elles, induites par l'environnement, sont capables, dans certaines régions du génome, de favoriser les mutations. Les causes environnementales, on les a vues, elles ont été évoquées par Carole, mais je voudrais insister aujourd'hui, à présent, sur l'alcool, qui peut être considéré comme un perturbateur endocrinien, sur le tabac, qui est délétère, pas tellement par rapport à la nicotine, mais par rapport au goudron, le benzopyrène en particulier, le cadmium, les hydrocarbures polycycliques aromatiques, qui sont tous des perturbateurs endocriniens œstrogéniques pour certains d'entre eux. L'obésité, on sait qu'elle est le siège d'une aromatisation en œstrogène plus élevée, mais on sait surtout qu'elle concentre les perturbateurs endocriniens qui sont des polluants organiques persistants, c'est-à-dire les produits lipophiles qui sont extrêmement persistants. Aujourd'hui, on peut considérer, et là on rejoindra ce qui a été dit sur l'exposome, on peut considérer que toutes les maladies chroniques, dont les cancers, en particulier le cancer du sein, sont liées aux interactions entre le génome et l'exposome. Quelle est la définition de l'exposome? C'est tous les facteurs environnementaux auxquels un être vivant est soumis depuis sa conception jusqu'à sa mort. L'exposome interfère
avec le génome via l'épigénétique va favoriser, va entraîner des facteurs de risque accentués. Le cancer. J'aimerais, sur ces quelques minutes, voir avec vous quels sont les arguments aujourd'hui dont on dispose sur le plan médical et scientifique pour répondre à la question suivante. L'exposition prolongée à des polluants chimiques environnementaux, perturbateurs endocriniens, œstrogéniques pour certains, non œstrogéniques pour d'autres, est-elle impliquée dans la progression du cancer du sein? On dispose de 3 types d'arguments pour soutenir cette hypothèse. Des expositions accidentelles. Je reviendrai sur l'explosion de l'usine de dioxine en 1970 à Seveso, avec les gens qui, autour de l'explosion, ont développé dans les décennies qui ont suivi des cancers beaucoup plus fréquents, en particulier le cancer du sein. L'accident de l'utilisation du distilbène, sur laquelle je reviendrai. On dispose d'études épidémiologiques humaines, exposition professionnelle. Il y a actuellement menée par l'INSERM une étude sur le cancer du sein chez les agricultrices qui va être très, très intéressante. On a des études très nombreuses dans la littérature, mais qui ne sont pas très puissantes sur le plan de la relevance scientifique. C'est les études transversales cas contrôle, c'est-à-dire le jour de la découverte du cancer du sein, vous mesurez dans le sang ou dans la graisse péritumorale le dosage d'un perturbateur, d'un polluant chimique, et vous regardez s'il est plus élevé par rapport aux femmes qui ont eu simplement un adénome bénin. Beaucoup plus intéressant, mais plus difficile à réaliser, c'est des études de cohorte longitudinale sur plusieurs années, voire sur plusieurs décennies, qui permettent de voir si on peut prévoir longtemps à l'avance les facteurs de risque de cancer du sein via l'exposition précoce à des perturbateurs endocriniens. Et on verra effectivement que la grossesse, la puberté, la période fœtale sont des périodes particulièrement relevantes. Troisième type de preuve, c'est si vous pensez que le bisphénol A peut induire le cancer du sein, vous allez le donner à des rats ou des souris gestantes et voir si leur progéniture va développer des cancers du sein. Vous pouvez aussi utiliser des cellules cancéreuses humaines, des cellules tumorales de cancer du sein, et vous pouvez les étudier in vitro et vous étudier par quel mécanisme certains produits peuvent être, par exemple, promoteurs tumoraux. Alors, de quels produits parle-t-on? On parle ici des produits industriels tels la dioxine, les hydrocarbures polycycliques aromatiques, les PCB, qui sont des produits qui ont été utilisés dans l'industrie et interdits depuis 30 ans, mais que nous avons tous dans le tissu graisseux et que la femme a en concentration particulièrement élevée dans le tissu graisseux périmammaire. On parle aussi des pesticides, bien sûr, des plastiques, phtalates et bisphénols qu'on a évoqués, des retardateurs de flamme comme les polybromés. Voilà le type de produits qui ont été étudiés. Alors, avant de regarder ces études de façon détaillée, voilà une diapositive très importante. La glande mammaire est un organe tout à fait particulier. Beaucoup de gens oublient aujourd'hui que c'est un organe qui a été créé pour assurer l'allaitement, et c'est un organe qui ne termine son développement qu'à la fin de la première grossesse menée à terme, suivie d'allaitement. Cette différenciation complète induit une protection vis-à-vis du cancer du sein, alors qu'avant la fin de cette première grossesse, la présence de structures indifférenciées à forte potentialité proliférative favorise au contraire la sensibilité aux agents carcinogènes et en particulier aux perturbateurs endocriniens. Nous allons donc parler de 3 périodes privilégiées. La période fœtale, où va avoir lieu la formation des canaux primitifs, la période péripubertaire,
avec la différenciation des bourgeons terminaux. Et là, période pubertaire où les oestrogènes recommencent à être sécrétés, donc bien sûr par la puberté, et la grossesse où vous avez bien sûr une inondation des oestrogènes pendant la grossesse et qui conduit à la différenciation fonctionnelle. Pour ne plus revenir sur la période de puberté, j'évoquais à l'instant l'explosion de l'usine de Seveso. Eh bien, à Seveso, ce sont les femmes qui étaient en âge péripubertaire au moment de l'explosion, chez qui il y a eu le plus d'augmentation de cancer du sein dans les décennies qui ont suivi. Alors, puisque je parlais de période fétale, et puisque André Cicolella parlait de l'importance de la grossesse, on a dans l'histoire de la médecine une histoire un petit peu dramatique qui est celle du distilbène. Distilbène qui est un œstrogène de synthèse ici, qui a été synthétisé par deux chimistes, Dodd et Lawson, en 1936, pour fabriquer des œstrogènes de synthèse puissants. On a abandonné par la suite le bisphénol A pour le reprendre quelques années après pour assouplir et rendre plus résistants les plastiques. Vous voyez la similitude dans la formule chimique entre le distilbène et le bisphénol A. Le distilbène a ensuite été donné entre les années 50 et 70 à des millions de femmes occidentales, à des femmes enceintes, pour réduire théoriquement, et c'est ce qui était dit à l'époque, essayer de réduire le risque de fausse couche précoce. On faisait une erreur de raisonnement qui est classique en médecine, c'est qu'on prenait la cause pour la conséquence ou la conséquence pour la cause. Quand les femmes démarraient leur fausse couche, les oestrogènes baissaient et on les bourrait d'oestrogènes. En fait, les oestrogènes baissaient parce que déjà la grossesse était fragilisée et ne pouvait plus être menée de façon correcte. En fait, c'est la découverte d'un cancer dramatique qui est l'adénocarcinome vaginal à cellules claires chez des fillettes de 5-6 ans qui a conduit à l'interdiction du distilbène. Mais les filles qui ont été soumises dans le ventre de leur mère au distilbène ont été suivies pendant des années, en particulier aux États-Unis. Elles ont montré des problèmes de défaut, de malformation utérine, de problèmes de cycle, de problèmes ovariens et surtout, la diapo suivante, une étude extrêmement intéressante menée par Madame Palmer en 2006 aux États-Unis, une étude prospective du National Cancer Institute. Elle a suivi une cohorte de près de 10 000 femmes, donc 4 800 femmes qui avaient été exposées dans le ventre de leur mère au distilbène entre les années 50 et 60. Bien, ces femmes, à partir de 40 ans, font deux fois plus souvent de cancer du sein que les femmes qui n'ont pas été exposées in utero. Et à partir de 50 ans, elles font 3 fois plus de cancer du sein que les femmes qui n'ont pas été exposées. Pardon. Je voudrais attirer votre attention sur deux choses. Quand on parle de risque de cancer du sein lié au traitement de la ménopause, c'est 0,15, un risque de 0,15, c'est-à-dire 15% supplémentaires de femmes qui vont faire un cancer du sein. Là, les femmes qui ont été soumises au distilbène dans le ventre de leur mère, c'est 200% de cancer du sein supplémentaires à partir de 50 ans. Donc là, on a la preuve du concept que l'exposition à un perturbateur endocrinien œstrogénique in utero est capable d'entraîner des modifications que nous allons étudier dans les diapositives suivantes, capable d'augmenter le risque de survenue de cancer du sein 50 ans après. Et comme il a été dit tout à l'heure dans la discussion,
ça rend bien entendu difficile à la fois les études, à la fois la prévention, à la fois la vérification si les mesures qui sont prises seront efficaces ou non. De vous démontrer également le même mécanisme, le risque lié à cette exposition fétale, ça a été évoqué par André Cicolella un peu rapidement tout à l'heure. Eh bien, effectivement, grâce à des banques de sang qui ont été conservées donc au congélateur, on a pu voir que des filles qui ont été soumises dans le ventre de leur mère à des taux élevés de DDT, les taux maternels ont été divisés en quartiles. Et les mères qui avaient le quartile le plus élevé de DDT ont donné des naissances à des filles qui, 50 ans après, ont quasiment fait un cancer du sein avec un risque 4 fois supérieur aux filles dont les mères avaient été exposées beaucoup moins au DDT et avaient des taux dans le quartile inférieur. Voilà encore une fois la preuve de l'importance de l'exposition fétale. Ce concept en médecine développementale prend aujourd'hui toute son importance. Il a été évoqué par un épidémiologiste anglais dans les années 80, il s'appelle David Barker, il est mort il y a 1 ou 2 ans à Londres, et son concept s'appelle l'origine développementale des pathologies chroniques adultes. Il veut dire par là que l'environnement fœtal est extrêmement important et qui va moduler la survenue de la majorité des pathologies de l'âge adulte. Et là, on voit que apparemment c'est le cas pour le cancer du sein. Alors, puisque ces perturbateurs in utero seraient capables d'induire le cancer du sein, donnons-les à des souris ou des rats gestantes. C'est ce qui a été fait par l'équipe d'Anna Soto aux États-Unis, à des rats et des souris de différentes lignées. Et on voit que pour les petites rats ou souris au moment de la puberté, elles vont présenter des lésions qui nous rappellent tout à fait le cancer du sein, développement canalaire exagéré, remodelage des bourgeons terminaux, augmentation des récepteurs à la progestérone, augmentation des ramifications latérales, augmentation du nombre de structures alvéolaires, réponse exagérée à l'œstradiol, diminution de l'apoptose. Vous avez là l'altération du développement de l'histoarchitecture de la glande mammaire péripubertaire induite par une exposition à très faible dose du bisphénol A à des taux qui sont exactement ceux auxquels on est soumis tous les jours dans notre environnement domestique. Alors maintenant, pour vous montrer l'importance de la grossesse avec son inflation œstrogénique sur la femme elle-même, la femme qui porte l'enfant. Eh bien, cette femme, dans les décennies qui vont suivre, elle va avoir aussi un risque majoré de cancer du sein si elle a été soumise à des taux élevés de PCB, bisphényl polychloré, qu'on a tous dans nos tissus graisseux et dans notre sang, mais qui va diffuser particulièrement pendant la grossesse, puisque la femme enceinte va puiser dans ses cellules adipeuses pour récupérer des acides gras qui vont être utilisés pour la croissance fœtale. Et vous avez ici le même principe, division en quartiles des taux à la fin de la grossesse chez la femme en postnatal, et le quartile supérieur est associé 30 ans après à un risque multiplié par 6 de développer un cancer du sein par rapport au quartile inférieur ici présent. Ce sont des études un petit peu exceptionnelles qui bénéficient de banques de sang congelées. Et ayant la chance de posséder à Nice une telle banque, nous avons voulu essayer de confirmer, de retrouver les travaux de Barbara Cohn concernant le PCB. Dans les années 2002-2005, je m'intéressais
aux perturbateurs endocriniens de la grossesse et du risque qu'il pouvait entraîner sur les malformations génitales chez le garçon, c'est-à-dire cryptorchidie et hypospadias. Nous avons donc à la maternité du CHU de Nice et de Grasse constitué une banque de 6126 sang du cordon. Il y a quelques années, 2013-2015, j'ai eu l'idée de demander un financement à la Ligue contre le cancer pour essayer de croiser avec le registre du cancer des Alpes-Maritimes et du Var, et nous avons retrouvé un certain nombre de femmes dont nous avions les sangs du cordon 15 ans auparavant et qui ont développé un cancer du sein. Nous les avons appareillées avec 5 contrôles du même âge et ayant accouché à la même période, et nous avons eu la surprise de voir, en divisant en quartiles, que pour le PCB 118, connu pour être plutôt œstrogénique, nous avions pour le quartile 3, ici, un odd ratio supérieur à 3 par rapport au quartile de référence. Nous sommes bien sûr en train d'analyser nos données pour une quarantaine de perturbateurs endocriniens. On essaye bien sûr de faire une analyse multivariée avec tous les facteurs connus qu'a décrit Carole concernant le cancer du sein pour voir s'il n'y a pas de facteurs confondants avant bien sûr de publier ce travail. Alors maintenant, comment peut-on expliquer cette aptitude aux perturbateurs endocriniens à créer un risque majoré de développer une tumeur du sein? Dans les années 2007, le premier travail a été rapporté ici et a été confirmé par la suite par une dizaine d'autres travaux. Il a consisté à regarder chez les femmes qui avaient un cancer du sein sporadique, c'est-à-dire sans mutation familiale, si le gène codant pour BRCA1 n'était pas éteint par hyperméthylation et s'il n'entraînait pas cette hyperméthylation, une diminution de l'expression de ce suppresseur tumoral permettant de favoriser la survenue d'un cancer du sein. Eh bien, effectivement, dans ce premier travail publié en 2007, 30 à 50% des femmes qui avaient développé un cancer du sein sporadique présentaient une diminution d'expression de BRCA1 par hyperméthylation du gène. Qu'est-ce que c'est que l'hyperméthylation du gène? C'est la marque épigénétique la plus simple qui peut être induite par l'environnement ou par la diététique. En effet, vous avez des sites CPG sur l'ADN qui peuvent être hyperméthylés, et s'ils sont hyperméthylés, la machine transcriptionnelle ne peut plus faire son travail et l'expression du gène est diminuée. Restait à démontrer qu'une exposition aux perturbateurs endocriniens était capable d'induire une hyperméthylation de ce type. C'est ce qui a été rapporté par différents travaux. Je vous montre ici un seul de ces travaux qui a utilisé des cellules MCF7 que vous connaissez bien pour les gens qui travaillent sur le cancer du sein. Ce sont des cellules de cancer mammaire humaines qui sont d'ailleurs ER-alpha positives. Et vous avez ici, lorsqu'on les expose à la dioxine, eu un effondrement de l'expression du gène BRCA1 à dose très faible de dioxine. Et pour illustrer ce qui a été dit tout à l'heure, les doses faibles de dioxine sont plus efficaces que les doses élevées de dioxine, contredisant le dogme classique dose-réponse, c'est la dose qui fait le poison de la toxicologie classique. Alors, pour résumer tout ce qui vient d'être dit, on peut dire qu'au cours de la vie et dans des périodes, dans des fenêtres particulières de susceptibilité comme la période fœtale, comme la période péripubertaire et comme la grossesse, l'exposition à des polluants chimiques perturbateurs endocriniens
est susceptible de modifier l'habillage épigénétique de certains gènes. J'ai pris ici l'exemple du gène suppresseur BRCA1, avec sa méthylation qui augmente au cours de la vie, avec son expression qui diminue, et le risque de développer un cancer du sein qui augmente, surtout si la femme rencontre un deuxième événement, comme une mutation somatique, par exemple. Pour terminer, est-il possible qu'une femme qui a déjà développé son cancer, qui est en période de ménopause, va-t-elle aggraver son cancer sous l'effet de l'exposition des perturbateurs endocriniens? On sait, et ça a été dit tout à l'heure, que le tissu adipeux péritumoral joue un rôle particulièrement important aujourd'hui dans la carcinogénèse et dans la dissémination métastatique. On pense que c'est lié aux cytokines sécrétées par le tissu adipeux, mais que ça pourrait être aussi lié aux perturbateurs endocriniens qui sont accumulés dans la graisse, surtout s'ils sont des produits organiques persistants, c'est-à-dire très lipophiles. Pour vous montrer que ces produits relarguent dans le sang et dans l'environnement autour du tissu adipeux, voilà un travail que mon équipe et moi venons de publier. Le travail est actuellement in press. Le travail a été accepté. Nous l'avons fait avec nos collègues chirurgiens digestifs. Ce sont des jeunes femmes en âge de procréer, présentant une obésité morbide, qui ont été opérées par chirurgie bariatrique, et à 3, 6 et 12 mois, on a dosé dans leur sang une quarantaine de perturbateurs endocriniens. Je vous ai montré ici sur cette diapo le PCB 153. L'ensemble de ces produits lipophiles double en 12 mois dans le sang après lipolyse liée à l'amaigrissement. Ce qui démontre que ces produits étaient stockés. Les PCB, je vous l'ai dit, sont interdits depuis 30 ans. Ils sont présents dans tous les tissus graisseux. Ils sont relargués tout doucement dans l'environnement sanguin et aussi périmammaire, et peuvent favoriser donc la tumorogénèse. La preuve, c'est ce très beau travail réalisé par nos collègues parisiens qui ont fait une étude cas contrôle, tumeur du sein supérieure à 1 cm, opérée entre 2013 et 2017 à l'hôpital Georges Pompidou. Ils ont dosé dans le tissu adipeux péritumoral les dioxines et de nombreux PCB dioxine-like et non dioxine-like. On sait que ces PCB sont les ligands du récepteur AHR, aryl hydrocarbure récepteur, qui régulent les voies de signalisation impliquées dans la progression tumorale, comme les eukadérines. Eh bien, ils ont montré que ces taux de dioxine et de PCB étaient corrélés à la taille de la tumeur, à la présence de ganglions métastatiques, et que pour les cancers survenant chez des femmes au BMI supérieur à 25, le fait d'avoir la dioxine dans le quartile supérieur donnait 4 fois plus de risques pour ces femmes de présenter des ganglions sentinelles prélevés métastatiques, suggérant par une relation statistique, certes corrélative, mais non formellement causale, mais très forte, un rôle pour les polluants organiques présents dans la graisse péritumorale dans la dissémination métastatique. Enfin, pour terminer ma démonstration et pour vous faire un peu peur, vous qui avez des patientes cancéreuses qui vont subir de la chimiothérapie, voilà des cellules de cancer du sein qui ont été cultivées in vitro en présence de drogues que vous connaissez bien, la doxorubicine, le cisplatine ou la vinblastine, et on étudie la prolifération. En bleu, c'est le contrôle de ces cellules dans le temps. Sous l'effet de la drogue chimiothérapique, la prolifération est nettement freinée, en noir. Si vous rajoutez du bisphénol A à la dose de 1 nanomolaire
ce que nous avons trouvé chez toutes nos femmes enceintes et chez tous nos sangs du cordon lorsque nous les avons dosés, eh bien, nous avons une diminution de l'effet chimiothérapique qui est neutralisé par le bisphénol A, que le cancer soit œstrogène, récepteur ER-alpha positif ou ER-alpha négatif, puisque le bisphénol agit par un récepteur non classique des œstrogènes, qui est le GPR30. Je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus. Nous avons pas mal travaillé sur ce récepteur GPER. S'il y a des questions, je pourrai répondre. En conclusion, je dirais qu'il semble qu'à tout âge de la vie, la femme soumise à une exposition aux perturbateurs endocriniens est susceptible d'augmenter son risque de développer un cancer du sein. À l'inverse, des conseils simples donnés à la femme enceinte, à la fille en période de puberté ou à la femme même d'un âge avancé pourraient permettre de réduire l'exposition à ces perturbateurs et probablement de réduire le risque de développer ou d'aggraver un cancer du sein. Pour les médecins, je dirais vérifier auprès de votre pharmacien si les poches de perfusion et les tubulures que vous utilisez contiennent encore du bisphénol A ou des phtalates, parce qu'ils sont susceptibles de réduire alors l'efficacité de la chimiothérapie. Je vous remercie et je répondrai volontiers à toutes vos questions. Merci beaucoup, M. Fénichel, de cet exposé extrêmement documenté et pas du tout rassurant. Est-ce que vous avez des questions? Je crois que M. Marr a dit pas rassurant parce que il voulait emmener sa petite fille qui est en pleine période puberté dans une propriété viticole dans le Bordelais. Carole, je pense que tu peux peut-être animer le débat s'il y a d'autres questions en ligne. Non, je crois que votre exposé était très clair, très didactique et à mon avis, la difficulté qu'on a le plus, c'est vous avez compris que c'est un peu le premier message que j'ai déjà donné en discutant avec M. Sicolela, c'est comment va-t-on faire pour avoir une communication. C'est à mon avis, c'est là la difficulté, Carole, je pense que tu seras d'accord, c'est-à-dire comment faire pour faire une communication médiatique à la fois alarmiste et rassurante. On est exactement dans la même chose que ce qu'on vit en ce moment pour la pandémie qu'on connaît. C'est-à-dire, moi, je suis complètement convaincu. Bon, il est vrai que ce qui est connu, dosable, etc., on peut le supprimer, mais c'est ce problème éternel du micro dosage de molécules qui va être très difficile à mettre en œuvre et que je voudrais reprendre une phrase de Raymond Villain qui n'a certes aucun rapport, mais qui avait dit, quand il avait dit « paix sur la plaie aux germes de bonne volonté », peut-être qu'il faut qu'on trouve non pas les perturbateurs endocriniens, mais les molécules avec lesquelles on peut vivre, parce qu'on est obligé de vivre dans un certain nombre de molécules. Alors, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est vraiment, je ne sais pas comment vous vivez ça aussi, Monsieur Fénichel, mais bien évidemment, tout ça, c'est clair. On a des preuves, on a des certitudes sur des substances qu'on connaît. Alors, on pourrait parler aujourd'hui d'autres choses, du saturnisme, on pourrait parler. Mais il y a un autre problème qui est difficile, c'est comment va-t-on vivre avec un environnement sans tomber dans une espèce d'angoisse permanente et absolue. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Richard, et vous avez été plusieurs à faire allusion à l'épidémie actuelle. Il apparaît bien que cette épidémie, il va falloir vivre avec, et donc il en est de même des perturbateurs et des toxiques. Et le problème, c'est de trouver le bon équilibre. En vous écoutant, on se rend compte que c'est difficile. Est-ce que... J'aimerais vous répondre. Une question. Je peux. Monsieur Fénichel, vous voulez répondre? Oui, je voudrais. Vous m'entendez? Oui, oui, oui. Je voudrais répondre à deux niveaux. Premièrement, il me semble qu'on pourrait se focaliser sur des périodes particulièrement sensibles, comme la grossesse, et donner quelques conseils simples à une femme qui veut avoir un enfant. C'est une période où elle est particulièrement sensible pour les recevoir. Et par des conseils très simples,
je l'ai montré parce que j'ai fait pas mal de plaquettes éducatives dans ce sens, pour la consultation que j'appelle préconceptionnelle, pour un couple qui veut avoir un enfant, leur donner des conseils simples pour réduire un petit peu l'exposition. Ça, c'est le premier type de réponse. Le deuxième type de réponse, il est plus scientifique. C'est alors le chercheur qui vous parle. Je pense qu'on n'arrivera jamais à doser et à évaluer tous les perturbateurs auxquels on est exposé. Et à juste titre, vous disiez que c'était impossible. Je pense par contre qu'on peut trouver des marqueurs d'exposition. Et parmi les pistes biologiques de ces marqueurs d'exposition, c'est ces fameuses marques épigénétiques. Il est clair que chez des femmes qui sont particulièrement peut-être à risque, il sera intéressant d'aller regarder si tel ou tel gène n'est pas hyper méthylé à telle période et que cette femme n'est pas alors avec un risque majoré de développer un cancer du sein. Je ne parle plus là de mutation, de modification de l'ADN, mais je parle de marques épigénétiques comme la méthylation. Et il y a aussi beaucoup d'espoir qui est fondé sur le dosage de micro-ARN dans le sang, qui pourrait éventuellement être des preuves indirectes d'une exposition cumulée à des perturbateurs endocriniens. Voilà, ce sont des pistes. Jean-Claude Couffignal. Oui, c'est des problèmes effectivement excessivement complexes. Donc j'ai simplement une remarque, une question tout à fait pratique sur ce que j'ai entendu là dans votre présentation à propos de la chirurgie bariatrique ou des amaigrissements en général qui sont importants, ou la concentration des perturbateurs qui sont dans le tissu graisseux sont donc relargués en quantité relativement importante. Alors là, de manière naïve, est-ce qu'on n'expose pas ces femmes après ces traitements-là et ces relargages de produits, de ces perturbateurs, à des risques, à une augmentation des risques, certains risques de cancer? Alors, je vous remercie pour cette question. Dans l'article que nous avons publié, nous discutons effectivement cet aspect, et il y a un premier aspect dans ce que vous dites qui est très important, qui est celui des femmes en âge de procréer. Parce que ces femmes, si elles sont enceintes dans l'année ou dans les 2 ans qui suivent la chirurgie bariatrique, elles vont inonder leur fœtus avec ces taux majorés de perturbateurs. Donc, nous ne recommandons pas la chirurgie bariatrique dans la mesure du possible avant une grossesse, ou sinon, nous proposons d'attendre au moins 1 an et demi ou 2 ans avant de démarrer une grossesse. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que vous soulevez à long terme, il a été soulevé déjà par plusieurs publications. C'est très difficile, bien sûr, à démontrer et ça demande des études prospectives. Mais c'est sûr que ce type de relargage massif pourrait favoriser un certain nombre de pathologies chroniques. Et ce sera à mettre en balance avec l'intérêt de l'amaigrissement important qui est obtenu par la chirurgie. Tout à fait. C'est un point. Qui a une grande expérience de chirurgie bariatrique. Oui, alors je reçois vos informations qui ne sont toujours pas rassurantes, vraiment. Mais alors, ce qui est frappant, c'est que nous avons de nombreux collègues gynécologues qui nous adressent des femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, qui ont des infertilités, pour perdre du poids, pour pouvoir avoir des enfants. Alors, si je vous entends bien, il faudrait prévoir pour ces enfants-là un suivi à long terme. Et j'ai participé à un groupe de recommandations sur chirurgie bariatrique et grossesse, et ces aspects-là, à l'époque, n'ont pas du tout été évoqués. Il est vrai que c'était surtout les médecins nutritionnistes qui pilotaient ce groupe. Mais effectivement, il y a peut-être des enjeux qui ne sont pas assez connus. Tout à fait. Est-ce que je peux encore poser une question? Oui. Je peux poser une question? Bien sûr. Oui, Oui, alors. c'est Rémi Salmon encore. Rémi, on t'écoute.
une question plutôt chimique ou biochimique, parce que, en fait, on admet qu'il y a un perturbateur endocrinien, une substance mutagène qui va donner un cancer. Mais si mes souvenirs de chirurgie digestive sont encore exacts, l'acide chlorhydrique qui se trouve dans l'estomac, c'est un acide chlorhydrique normal, pH 1. Ensuite, on mélange avec des sels biliaires des sucs pancréatiques dont on connaît la toxicité quand on les applique sur la peau, par exemple. Qu'est-ce qui deviennent ces perturbateurs endocriniens ou ces substances cancérigènes quand on les trempe dans l'acide chlorhydrique, la bile ou le suc pancréatique? Est-ce que ça reste toujours aussi toxique? C'est-à-dire, en d'autres termes, est-ce que les mécanismes d'absorption, je ne parle pas des poumons, qui est quelque chose de différent, mais dans le tube digestif, qu'est-ce que deviennent ces substances confrontées aux différents sucs digestifs? Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur le sujet? Oui, bien entendu. Il y a un cycle entérohépatique. Ces produits, ces perturbateurs endocriniens sont souvent lipophiles. Ils sont excrétés par la bile. Une partie est éliminée dans les selles et une partie va être réabsorbée donc, au niveau de la paroi intestinale. Donc, ces produits ne sont pas détruits complètement, ils sont réabsorbés et en fait, ils vont s'accumuler, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, beaucoup dans le tissu adipeux. On considère que le tissu adipeux, c'est une façon pour l'organisme de soustraire les produits toxiques et finalement de les masquer aux cellules qui pourraient être potentiellement sensibles. Voilà. On sait que ces produits sont réabsorbés, ces produits sont accumulés dans le tissu graisseux et peuvent persister pendant des années et être relargués tout doucement dans la circulation générale. Merci beaucoup.